va poursuivre cette discussion avec Alexandre Guérin, qui est docteur en sciences politiques, rattaché au Centre de recherche internationale. Et Alexandre nous parlera notamment de la justice réparatrice dans les cas de violences sexuelles et sexistes intimes. Merci beaucoup. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Avant de commencer, je voulais préciser que là, je viens effectivement principalement en tant que docteur en sciences politiques. J'ai soutenu une thèse sur ces enjeux de justice dans les cas de violences sexuelles, mais que mon activité principale actuellement, c'est d'être co-directrice d'une association qui vient d'être créée, qui s'appelle La Valise, et qui propose des accompagnements en justice réparatrice en contexte de violences sexuelles, sexistes et intimes. Donc c'est un petit défi en 15-20 minutes de présenter tous ces enjeux-là. La justice réparatrice, je crois que peut-être vous avez vu le film de Jeanne Herry, Je verrai toujours vos visages, qui a donné une idée de ce que pouvaient être justement ces mesures de justice restaurative, comme on dit dans le cadre français. Moi, mes recherches, elles m'ont située plutôt dans le cadre de pratiques de médiation, et non pas de rencontres en groupe. Et puis, j'ai plutôt cherché à observer, à analyser des dispositifs qui étaient extrajudiciaires, donc à la différence de ce que présente le film. Alors, le plus simple pour moi, c'est de partir de 3 éléments contextuels qui permettent de comprendre mon cheminement et puis qui permettent aussi de comprendre ce à quoi peut répondre la justice réparatrice. Bon, déjà, la violence sexuelle, elle désigne, comme ça a été dit, un continuum, une large gamme d'expériences qui peuvent être physiques ou psychologiques. Elle comprend tout acte sexuel perpétré sans le consentement d'une personne, qu'il s'agisse d'agression sexuelle, de viol, de cyberviolence sexuelle, de harcèlement sexuel, d'inceste, de proxénétisme, etc. Ces violences sexuelles, elles constituent un phénomène social de très grande ampleur, ce qui a contribué à rappeler le mouvement féministe MeToo, qui a permis à des millions de personnes de prendre la parole sur les violences sexuelles qu'elles avaient subies. Ce mouvement, qui est aussi vraiment le contexte dans lequel j'inscris mes recherches, il a également montré à quel point ces violences sont plus courantes que ce qui est supposé et qu'elles s'inscrivent dans la grande majorité dans la vie ordinaire et dans l'intimité. Pour exemple, et rien qu'en France, on sait que dans 91% des cas de violences sexuelles, les femmes connaissent leur agresseur, qui fait partie de leur entourage. Agresseurs qui, dans 97% des cas, sont des hommes. Et donc, je genrerai là dans ma présentation au masculin. Donc, je renvoie pour ces chiffres aux enquêtes quête de vie et sécurité qui sont en ligne sur le site du ministère de l'Intérieur ou de l'INSEE. Prendre la mesure de ce phénomène qui est d'abord et avant tout social, avant d'être judiciaire, avant même d'être médical, ça implique de considérer donc que les auteurs de violences ne sont pas des monstres marginalisés, mais qu'il s'agit d'hommes ordinaires qui sont intégrés socialement, professionnellement et qui sont nos conjoints, nos partenaires, nos parents, nos amis, nos collègues. Autre point contextuel et crucial qui a rappelé aussi le mouvement MeToo et qui est appuyé par des statistiques dont on dispose chaque année, plus de 90% des victimes de violences sexuelles ne portent pas plainte. Ce qui signifie que pour une immense majorité d'entre elles, la justice pénale n'est donc pas une évidence pour dénoncer ce qu'elles ont subi. Au début de mes recherches, donc il y a peut-être 6-7 ans, c'est un chiffre qui pour moi était un choc et qui m'a poussée à comprendre en profondeur ce paradoxe, qui est que alors qu'on présente la justice pénale comme la seule option légitime pour dénoncer les violences sexuelles subies, comment expliquer qu'une infime minorité choisit finalement d'y recourir? Donc ça, c'était une première formulation de ce paradoxe. Et puis ensuite, j'ai pensé ce paradoxe autrement, en renversant la question et en me posant la question suivante. Sachant qu'une infime partie des victimes recourt au système pénal, comment est-ce possible de ne proposer que cette option en guise de possibilité de justice? Ce qui, finalement, contribue à invisibiliser certains types de violences sexuelles et sexistes et qui renforce les mécanismes de silenciation. Donc, en posant la question de cette manière, j'ai pu m'intéresser à la diversité des attentes des victimes après des violences sexuelles, ce qui suppose déjà de déconstruire l'archétype de ce qu'un victimologue, Niels Christie, a appelé la victime idéale, qui a été largement repris ensuite en victimologie et en études féministes,
et qui désigne le processus par lequel on considère qu'une victime est crédible si et seulement si elle performe un certain comportement extrêmement normé. Donc dans le cas des violences sexuelles, et notamment dans l'après des violences sexuelles, on considère qu'une victime est crédible si et seulement si elle porte plainte immédiatement après les faits, si elle laisse la justice faire son travail, si elle n'est pas trop en colère et suffisamment traumatisée, si elle veut que son agresseur aille en prison, etc. Or, les attentes des victimes dépassent le cadre de ce comportement idéal, et je vais en prendre 3 qui sont évidemment pas exhaustives, mais que j'ai pu observer dans des corpus en victimologie, des études empiriques, et puis dans des entretiens que j'ai menés auprès de femmes qui avaient subi des violences sexuelles. Première forme d'attente, la recherche d'un espace où elles pourront parler et être écoutées de manière inconditionnelle, c'est-à-dire parler sans que leur crédibilité, enfin la crédibilité de leurs récits et de leurs attentes ne soit évaluée, notamment par des grilles d'expertise. Deuxième forme d'attente, trouver un espace de dénonciation qui n'implique pas nécessairement d'aller voir la police ou d'envoyer la personne en prison, qui, je rappelle, dans plus de 90% des cas est un proche, mais de pouvoir tout de même dénoncer cette personne et les faits. Et c'est vrai que le terme même de dénonciation, il y a une connotation pénale très forte où on pense presque immédiatement à aller voir la police et aux autorités justement judiciaires. Troisième type d'attente que j'ai beaucoup retrouvé moi dans les entretiens que j'ai menés, la possibilité de confronter la personne qui les a agressés au moyen d'un dialogue, c'est-à-dire voilà, de le confronter par rapport au fait qu'il avait commis. Donc les motivations de ce dialogue, de cette recherche de dialogue qui m'a beaucoup intéressée dans mes recherches, les motivations derrière étaient extrêmement diverses. Ça pouvait être que le besoin que l'autre se responsabilise par rapport à ce qu'il a fait, le besoin qu'il reconnaisse avoir commis ces violences, le besoin de s'assurer qu'il n'agressera pas une autre personne, le besoin d'obtenir des réponses aux questions auxquelles lui seul pourrait répondre, le besoin encore de faire le récit de ce qui s'est passé, des conséquences que ça a eu sur la vie de la personne concernée. Et donc c'est la recherche de ce dialogue-là, de cette attente de dialogue, qui ne peut pas être prise en charge par la procédure pénale pour de multiples raisons, mais rien pour le fait que ça se repose sur un modèle adversarial, donc des stratégies de défense qui encouragent plutôt les dénégations des faits. C'est cette recherche de dialogue qui m'a fait m'intéresser à ce qu'on appelle la justice réparatrice. Alors, compliqué parce qu'il n'existe pas de définition vraiment consensuelle de la justice réparatrice, mais on peut l'appréhender en tout cas comme un paradigme de justice à part entière, avec ses propres méthodes, ses propres acteurs, ses propres finalités, qui, si on essaye de donner une définition très générale, propose des espaces de dialogue sécurisés, animés par un tiers, et auxquels participent de manière volontaire les personnes concernées par les mêmes faits de violence, dans le but de réparer les torts qui ont été subis. Alors il y a encore de nombreux mythes qui planent sur la justice réparatrice, que je préfère désamorcer dès maintenant. L'idée que ça tournerait autour du pardon, qu'il s'agirait de réconcilier les personnes ou de restaurer un lien entre elles, etc. Donc ce paradigme-là, on le retrouve originellement sous l'expression restorative justice, donc l'expression anglophone, et en français, enfin dans l'espace francophone, il n'y a pas même de dénomination consensuelle parce que on peut l'appeler justice restaurative, restauratrice, réparatrice, donc souvent on s'embrouille un peu. Moi j'ai fait le choix de l'appeler justice réparatrice, alors déjà parce que j'ai fait une enquête de terrain au Québec, où c'est le terme de justice réparatrice qui est utilisé. Et puis, comme j'ai analysé ça au prisme des violences sexuelles, il y avait dans le terme de réparation un enjeu conceptuel, théorique, enfin même empirique assez fort. Et par rapport au terme de restaurative, qui me semble entraîner en fait une confusion justement sur la restauration du lien social, enfin du lien entre les deux parties. Donc l'idée de réparer les torts subis qui est centrale en fait dans ces dispositifs-là me paraissait plus parlante. Donc c'est des pratiques elles-mêmes qui prennent des formes extrêmement diverses en fonction des pays, de leur histoire, des communautés qui les mettent en place, des contextes politiques et culturels. Le lien lui-même avec le système pénal peut être également très différent d'un contexte à l'autre. Donc je ne vais pas entrer dans ces détails-là qui seraient très descriptifs,
Et je préfère présenter 4 perspectives que j'ai dégagées de mes recherches, que permet la justice réparatrice dans les cas de violences sexuelles, lorsqu'elle prend la forme, je le disais au début, de médiation entre des personnes concernées par les mêmes faits de violence, et lorsqu'elle est proposée en dehors du système judiciaire, donc sans être conditionnée par un dépôt de plainte. Donc comme je disais, voilà, mes recherches reposent sur un terrain que j'ai fait dans un centre de justice réparatrice au Québec, qui met en pratique l'approche dite relationnelle, qui est forgée, pour les citer quand même, par les criminologues québécois Serge Charbonneau et Catherine Rossi, dans un ouvrage intitulé « La médiation relationnelle ». Et le terme lui-même de médiation, il prend un sens particulier en justice réparatrice, et il ne s'agit absolument pas de résolution de conflits, de négociation, comme c'est le cas dans d'autres types de médiation et dans d'autres contextes. Première perspective, donc le rôle du médiateur ou de la médiatrice, qui n'a pas pour rôle justement de manifester la vérité, de prendre parti, de mener une enquête ou encore de négocier quoi que ce soit entre les parties, mais qui a pour rôle d'accompagner les personnes concernées à identifier leurs attentes et à organiser une rencontre de dialogue si c'est opportun après un long processus de préparation. Donc dans ces médiations réparatrices, le dialogue ne se réduit pas à une rencontre de dialogue en face à face entre l'auteur et la victime, mais consiste d'abord à accompagner individuellement les participants. Et donc pendant cet accompagnement, la posture de médiateur est celle d'une posture de non-jugement, une posture non directive. Il a pour rôle d'accueillir de manière inconditionnelle ce qui est dit par la personne accompagnée. Donc, premier intérêt à mon sens de ces espaces-là, c'est que la posture professionnelle du médiateur est celle d'un non-expert. C'est-à-dire qu'il doit considérer que la personne qui s'exprime sur ce qu'elle a traversé est l'unique experte de son vécu, et il doit se délester de toute posture de sachant et laisser la place au savoir expérientiel des personnes concernées. Donc il n'est pas là pour évaluer la crédibilité des récits, il n'est pas là pour prescrire un comportement à adopter, pas là non plus pour analyser ce qui est dit, pour apporter un éclairage scientifique ou autre, pour même qualifier dans son propre langage ce qui est raconté. Il est là pour écouter, et sa seule expertise, parce qu'il y en a une quand même, c'est d'évaluer si, in fine, les conditions d'un dialogue sont réunies entre les personnes concernées. Autrement dit, si leurs attentes sont congruentes. Par exemple, pour illustrer un peu le propos, si l'attente d'une personne qui a été agressée sexuellement, admettons par un ex-copain, est qu'il pose justement ces termes d'agression sexuelle sur ce qui s'est passé, qu'elle veut l'entendre, le reconnaître, et que le médiateur, lorsqu'il accompagne l'autre partie, constate qu'il n'est absolument pas prêt à le faire, il n'y aura pas de dialogue qui sera mis en place. Si pour une autre personne qui a subi un viol, admettons, ce qui importe, c'est pas tellement la qualification, mais c'est de pouvoir dire à l'autre les conséquences que ce viol a eu sur sa vie, parce que c'est le moyen pour elle de s'assurer qu'il prenne conscience de ce qu'il a fait, et que lui est prêt à les entendre, alors voilà, il y aura des modalités du dialogue qui pourront être envisagées, mises en place, etc. Donc cette posture professionnelle, cette posture de non-expert, elle laisse donc, comme je disais, les personnes concernées être les expertes de leur vécu, et elle les laisse avoir l'autorité épistémique qui leur est souvent retirée par tous les autres professionnels lorsqu'ils ont pour rôle de juger, de soigner, de prescrire, de diagnostiquer, donc que ce soit des médecins, des avocats, des juges, des travailleurs sociaux, des chercheurs, des journalistes, etc. Donc ce processus, il part des attentes des personnes, il est sur mesure au niveau de la temporalité, il répond pas aux codes, aux règles d'une procédure classique, et c'est un espace, en tout cas c'est ce que j'ai soutenu dans ma thèse, au sein duquel les victimes peuvent se réapproprier leur agentivité, notamment leur agentivité épistémique, c'est-à-dire leur capacité de savoir et de décider pour elles-mêmes, de porter un savoir sur leur expérience et de décider pour elles-mêmes ce qui sera réparateur. Or, précisément, c'est cette agentivité qui est niée pendant les violences sexuelles elles-mêmes. Donc, moi, c'est ce sens-là de la réparation que j'ai travaillé, disons, plus conceptuellement. Troisième perspective que je voulais apporter ici, c'est que déjà cette notion de réparation, elle n'épuise absolument pas
elle n'est pas épuisée par les espaces de justice réparatrice au sens où elle peut prendre d'autres sens, même en termes de justice sociale. Ce que ça veut dire réparer, évidemment, peut prendre d'autres sens que ces enjeux de dialogue. Mais elle me semble ici importante à analyser parce qu'elle s'inscrit dans un espace qui est ni l'espace judiciaire, au sein duquel la réparation justement a un sens bien précis, et c'est celui de l'indemnisation financière, mais elle ne s'inscrit pas non plus dans un espace thérapeutique, au sens où le médiateur n'est pas un soignant, il n'a pas pour rôle de prodiguer un soin aux personnes concernées. Donc la justice réparatrice, en ce sens-là, elle me semble être un espace assez rare dans ce qu'on considère comme classiquement l'aide aux victimes qui est apportée, et dans les options qui sont classiquement proposées, c'est-à-dire la forme assez binaire du judiciaire et du thérapeutique. Et donc elle a à mon sens sa place comme une option supplémentaire à proposer, sans postuler évidemment qu'elle conviendra à tout le monde et toutes les personnes concernées donc, par violences sexuelles et sexistes. Dernier point que je voulais, je sais pas trop où j'en suis au niveau du temps, mais dernier point que je voulais amener, c'est que donc c'est, comme je le disais, un espace qui se situe par-delà le judiciaire et le thérapeutique, et c'est aussi un espace qui me semble venir déconstruire la binarité des sphères publiques-privées. Pourquoi ? Et là, c'est intéressant de repartir aussi des critiques qui ont émergé du mouvement féministe, qui sont beaucoup inquiétés de ces espaces de justice réparatrice, et notamment de la potentielle reprivatisation des violences sexuelles, avec la mise en place de ces médiations, avec l'idée qu'on se prive de l'État justement pour rendre justice, l'idée qu'on se prive du procès public, de la dénonciation publique, alors même qu'historiquement, c'est ce qui a permis de reconnaître la gravité de ces violences. Alors, une manière de répondre à cette critique, tout en l'incorporant aussi justement à ces réflexions sur la médiation, c'est de dire que la présence du tiers, qui est le médiateur, à mon sens, fait que le dialogue ne se réduit pas justement à un règlement en privé et ne renvoie pas justement la gestion de ces violences sexuelles à la sphère privée. La présence du tiers tout au long de l'accompagnement suffit, à mon sens, à l'extraire en tout cas de cette sphère privée, mais sans la placer non plus effectivement dans la sphère publique. Alors on pourrait considérer qu'il se situe dans une sorte de sphère civile, sans vraiment le lier au droit civil, mais l'idée que voilà, dans cette sphère civile, les personnes accompagnées sont considérées comme des personnes à part entière, aux attentes sociales diverses. Dernier argument contre cette inquiétude de la privatisation des violences sexuelles, c'est de dire qu'au contraire, proposer cet espace d'écoute et de dialogue permet d'enrayer des mécanismes de silenciation qui sont prégnants dans les cas de violences sexuelles et qui sont, eux, responsables du confinement de ces violences dans la sphère privée. Et qu'au contraire, la justice réparatrice crée un espace de dévoilement, de dénonciation des violences subies, qui est encore une fois, à mon sens, à concevoir comme une option supplémentaire par rapport à ce qui est déjà proposé. Voilà, je m'arrête là. Merci de m'avoir écouté.